Depuis les origines de l'humanité, lorsque le premier être humain contempla en silence le ciel nocturne, une question traversa civilisations, cultures et siècles comme un murmure persistant dans l'âme. Qu'est-ce que la conscience? Ce qui pense, ce qui ressent, ce qui observe, ce moi caché qui semble habiter derrière les yeux et persister même lorsque tout est silence. Ne serait-elle qu'une étincelle produite par des impulsions électriques dans un cerveau biologique? Ou serions-nous face à quelque chose d'infiniment plus profond, une étincelle de l'univers, une expression de l'infini qui ose se percevoir elle-même? Philosophiquement, cette question remonte à la Grèce antique, où Platon parlait de l'âme immortelle, prisonnière d'un corps physique, et où Socrate nous incitait à nous connaître nous-mêmes afin de comprendre le tout. Plus tard, René Descartes, en déclarant « je pense, donc je suis », ne fonda pas seulement la base du rationalisme moderne, mais sépara définitivement l'esprit du corps, une idée connue sous le nom de dualisme. Depuis lors, la science tente de démontrer si la conscience n'est qu'une fonction cérébrale ou bien quelque chose qui transcende les limites du corps physique. Et plus nous avançons, plus ce mystère semble s'échapper entre les interstices de la raison. Pour certains neuroscientifiques, la conscience serait une propriété émergente de milliards de neurones interagissant entre eux, un effet secondaire d'un cerveau hautement complexe. Selon cette vision matérialiste, lorsque le cerveau s'éteint, la conscience cesse simplement d'exister, comme la flamme d'une bougie qui disparaît à la fin de la cire. Mais cette explication semble réduire à l'excès ce qui, dans l'expérience humaine, est aussi vaste qu'indicible. Car pourquoi ressentons-nous ce que nous ressentons? Comment expliquer l'amour, la douleur, l'intuition, l'autoconscience? Le simple fait de percevoir notre existence est déjà en soi un miracle défiant toutes les lois connues de la physique. À côté de cette approche surgissent des théories plus audacieuses, comme l'idée que le cerveau ne crée pas la conscience, mais qu'il la capte, tel un poste de radio accordé sur une fréquence invisible. Cette théorie du cerveau récepteur propose que la conscience soit un champ fondamental de l'univers, présent partout, et que les organismes vivants ne fassent que la traduire en expériences subjectives. Cela expliquerait pourquoi, dans des états de conscience modifiés, comme la méditation profonde, les expériences de mort imminente ou l'usage de substances psychoactives, les personnes rapportent une perception élargie au-delà du corps, du temps et même de l'identité. Mais peut-être regardons-nous la conscience avec des outils encore trop primitifs. Le hard problem de la conscience, ou problème difficile, tel que l'a nommé le philosophe David Chalmers, concerne précisément cela. Pourquoi ressentons-nous ce que nous ressentons? Comment la matière brute peut-elle donner naissance à une expérience subjective? Nous pouvons cartographier le cerveau, stimuler des régions avec de l'électricité, prédire des comportements, mais aucune machine, aussi précise soit-elle, ne peut nous dire ce que signifie être vivant de l'intérieur, ce que signifie se souvenir d'un amour perdu, craindre la mort ou contempler l'infini. De plus, il existe le mystère des différentes strates de conscience. Être éveillé est-il synonyme de conscience? Et les rêves, où nous vivons des expériences complètes, mais obéissant à une logique différente, et le coma, la transe, l'état végétatif? Certains témoignent d'expériences lucides, même dans des états cliniques jugés irréversibles. Et dans des méditations profondes, les moines tibétains décrivent des vécus de pure lumière et d'unité avec l'univers, une conscience qui s'étend au-delà du corps, de l'ego et de la réalité physique. Au cours de l'histoire, certaines cultures ont considéré la conscience comme sacrée, intangible, immortelle, d'autres comme un phénomène passager, une lueur éphémère. Mais toutes, sans exception, se sont laissées séduire par le désir de comprendre cette énigme silencieuse. Et plus nous l'étudions, plus nous comprenons que la conscience n'est peut-être pas un objet à analyser, mais plutôt le fondement même de toute réalité, la scène où tout se déroule, où le temps et l'espace existent uniquement comme décor. Ainsi, lorsqu'on parle de ce qui advient de la conscience après la mort, on ne touche pas seulement au mystère de la mort, mais à celui de la vie elle-même, car seuls ceux qui savent être conscients maintenant s'interrogent sur la fin. Et c'est dans ce maintenant, dans cet instant vivant, que réside la plus grande question de toutes. Qu'est donc cette présence qui m'écoute en ce moment, qui ressent, qui pense, qui observe? Et lorsque ce corps se taira, elle se taira aussi. S'il existe une science qui s'est le plus approchée du voile entre la vie et la mort, c'est bien la neuroscience. L'étude du cerveau humain
est à la fois une plongée dans le connu et une traversée vers l'inexploré. Car que se passe-t-il dans notre esprit lors de nos derniers instants de vie? Où va cette sensation de « je suis » ? Existe-t-il une frontière claire entre le cerveau qui pense et le silence absolu de la mort? Ou bien quelque chose continue-t-il de vibrer, même lorsque tout semble avoir cessé? Ces dernières années, des technologies avancées comme l'EEG et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont permis aux scientifiques d'observer en temps réel les dernières ondes cérébrales de patients en fin de vie. Dans de nombreux cas, un phénomène extraordinaire fut constaté. Quelques secondes après l'arrêt cardiaque, le cerveau manifeste encore une activité intense et inattendue, comme si, au moment de la mort, il s'illuminait une dernière fois, dans un éclat d'énergie et de conscience. Un motif électrique puissant, synchronisé, souvent plus ordonné que durant l'état de veille ordinaire. Ces phénomènes furent appelés sursauts de cohérence neuronale post-arrêt cardiaque. En d'autres termes, même après l'arrêt du cœur, le cerveau semble déclencher une séquence finale, presque comme s'il essayait de traiter tout ce qui a été vécu, de se libérer ou de franchir une frontière que nous ne comprenons pas. Cette ultime lueur, observée aussi chez les rongeurs et les primates, soulève la question. S'agit-il d'un mécanisme biologique d'extinction ou bien de la manifestation ultime de la conscience cherchant à se libérer du corps? Lors d'états de mort imminente, certaines personnes racontent être sorties de leur corps, avoir vu leur propre chambre d'hôpital, entendu des conversations entre médecins et décrit des détails impossibles à percevoir cliniquement. Dans plusieurs études, comme le projet AWARE de l'Université de Southampton, les chercheurs ont tenté de tester ces affirmations avec des cibles cachées, placées hors du champ visuel des patients. Peu de résultats furent concluants, mais les témoignages continuent de défier la logique, surtout lorsqu'ils s'accompagnent d'ECG plats, indiquant une absence d'activité électrique mesurable dans le cerveau au moment de l'expérience. Mais la neuroscience, malgré sa puissance, se heurte encore à des barrières. Le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Chaque pensée implique des milliards de connexions, de synapses et de schémas simultanés. Nous ne savons toujours pas précisément comment le cerveau génère ou traduit la conscience. Certains théoriciens, comme Giulio Tononi, ont proposé des modèles tels que la théorie de l'information intégrée, UIT, suggérant que la conscience émerge de la capacité du cerveau à intégrer en temps réel des données complexes. D'autres, comme Christophe Koch, cherchent des régions spécifiques du cerveau qui seraient responsables du noyau de la conscience. Mais aucun n'a trouvé, à ce jour, la formule définitive. Et si nous posions la mauvaise question? Et si la conscience n'était pas dans le cerveau, mais s'exprimait plutôt à travers lui? De même que la lumière d'une lampe éclaire ce qui se trouve devant elle, sans être créée par le mur qu'elle illumine, peut-être que le cerveau n'est que le projecteur et non la source. Cette hypothèse, bien que non confirmée, est de plus en plus débattue dans les cercles de neurosciences et de philosophie de l'esprit. Surtout face à des cas défiant les schémas médicaux classiques. Des patients qui, malgré de vastes lésions cérébrales, conservent une pleine conscience, ou même des perceptions accrues. Alors surgissent les grandes interrogations. Quand exactement une personne meurt-elle? Au moment où le cœur s'arrête? Lorsque le flux cérébral cesse? Ou existe-t-il un intervalle mystérieux, quelques secondes, quelques minutes peut-être, où la conscience est encore là, flottant à la frontière entre deux réalités? Le temps, dans cet espace entre le dernier souffle et le silence complet, semble se dilater. Et peut-être que dans cet intervalle se cache l'une des plus grandes expériences de l'existence. La science poursuit son chemin. Des laboratoires à travers le monde étudient ce qui advient de l'esprit dans des états extrêmes. Des expériences avec des patients en coma induit, des privations sensorielles et même des simulations de mort clinique sont menées. Mais il existe une limite éthique, pratique et philosophique qui empêche une réponse absolue. Car aussi loin que nous puissions cartographier les impulsions du cerveau, il nous reste le plus grand des mystères. Pourquoi génère-t-elle ce « moi » qui ressent, qui pense, qui contemple sa propre finitude? Si la neuroscience est la lampe qui éclaire le cerveau, la conscience est l'abîme qui résiste encore à la lumière. Et en observant les derniers éclats d'un cerveau mourant, peut-être ne faisons-nous que frôler les bords d'un univers bien plus vaste. Un univers où la conscience ne s'éteint pas, mais se transforme. Imaginez-vous à la limite. Votre corps ne répond plus. Le cœur s'arrête. Le cerveau, selon les appareils, ne montre plus aucun signe d'activité. Et pourtant, vous êtes toujours là, ressentant, voyant,
flottant au-dessus de la salle, observant les médecins tentant de ranimer votre corps, entendant des conversations que, plus tard, vous pourrez décrire avec précision. Et soudain, une lumière, un tunnel, une sensation indescriptible de paix, comme si vous rentriez à la maison, bien que vous n'y soyez jamais allé auparavant. Voilà l'essence de ce que des milliers de personnes à travers le monde rapportent en vivant ce que l'on appelle une rare expérience de mort imminente, ou simplement EMI. Les EMI sont peut-être le phénomène le plus fascinant de la science de la conscience. Elles surviennent dans des situations extrêmes. Arrêt cardiaque, accident mortel, noyade, état de coma profond. Et pourtant, alors que tout semble indiquer la fin imminente de la vie, quelque chose s'éveille. Une nouvelle lucidité, un état de conscience élargi, vif, souvent plus réel que la réalité elle-même. Pour ceux qui le vivent, aucun doute, la mort a été franchie, mais la conscience a continué. Ces témoignages viennent de toutes les régions du monde, de personnes de religions, d'âges et de cultures différentes. Et étonnamment, les éléments décrits sont en grande partie semblables. La sensation de flotter au-dessus de son propre corps, la perception de traverser un tunnel vers une lumière intense et accueillante, la présence de proches déjà décédés, une révision de la vie en éclairs rapides et profonds, le sentiment d'unité avec le tout, et enfin, le choix, ou l'ordre, de revenir, souvent, contre sa propre volonté. Les sceptiques avancent que les EMI sont le produit d'un cerveau en effondrement, libérant des substances comme la diméthyltryptamine, DMT, dans ces derniers instants. Pour eux, il s'agit d'une hallucination biochimique, un délire final créé par un organisme mourant. Mais cette explication se heurte à un paradoxe troublant. Comment expliquer des récits de perception consciente alors que le cerveau ne présente plus aucune activité électrique? Comment justifier le contenu exact de conversations, d'instruments utilisés, de positions d'objets cachés, tout cela décrit par des personnes qui, cliniquement, étaient mortes? Le projet AWARE, dirigé par le médecin Sam Parnia, fut l'un des plus grands efforts scientifiques pour enquêter sur ce phénomène. En plaçant des images dans des endroits visibles uniquement depuis le plafond des salles d'urgence, les chercheurs ont cherché à vérifier si des patients en arrêt cardiaque pouvaient réellement quitter leur corps et percevoir l'environnement. Les résultats furent mitigés, mais ils ont ouvert encore plus d'espace à la réflexion. La conscience peut-elle réellement se détacher du corps physique? D'autres chercheurs, comme Raymond Moody, auteur du classique « La vie après la vie », ont consacré des décennies à l'étude de milliers de cas d'EMI. Selon lui, la quantité de similitudes dans les témoignages dépasse la probabilité du hasard. En outre, des personnes aveugles de naissance rapportent avoir vu des scènes pendant leurs expériences, ce qui défie totalement la logique de la science traditionnelle. En Inde, au Japon, en Afrique ou au Brésil, les histoires se répètent avec des détails étonnamment similaires. Même chez de jeunes enfants, encore préservés des influences culturelles ou religieuses, apparaissent des descriptions de lumière, de guides spirituels, de rencontres avec des figures familières et de sensations de paix, contrastant avec la détresse clinique du moment. Ce schéma universel suggère que nous sommes peut-être en présence de quelque chose de bien plus profond qu'un simple délire chimique. Mais pourquoi alors ces témoignages ne sont-ils pas considérés comme des preuves irréfutables de la vie après la mort? Parce que la science moderne exige la reproductibilité, le contrôle et la mesure, éléments difficiles à appliquer à des expériences aussi subjectives et intimes. La conscience, dans ce cas, échappe aux instruments. Elle ne laisse pas de traces physiques. Elle laisse des souvenirs, des émotions et des transformations profondes chez ceux qui l'ont vécu. Et c'est ici qu'émerge un autre point fascinant, l'impact transformateur des EMI. Les personnes qui reviennent de ce seuil rapportent des changements radicaux de vie. Les peurs disparaissent, les attachements se dissolvent. L'amour, la compassion et la quête de sens deviennent essentielles. Il n'est pas rare qu'elles abandonnent leur carrière, changent radicalement de mode de vie ou se consacrent à des causes humanitaires. Quelque chose pendant ce temps hors du temps s'est reconnecté à une vérité plus vaste. Au bout du compte, peut-être que les EMI ne sont pas seulement des phénomènes, mais des messages, des souvenirs fragmentés de quelque chose que nous avons oublié en naissant, ou des pressentiments de ce que nous retrouverons en mourant. Peut-être que la conscience, dans ces instants, nous dit que la vie est plus que chair, os et impulsions électriques, qu'il existe quelque chose au-delà, un lieu,
une vibration, un état d'être que nous ne savons pas encore nommer, mais qui a déjà été ressenti par ceux qui, l'espace d'un bref instant, ont touché l'autre côté. Depuis les temps les plus anciens, alors que l'humanité marchait encore entre les torches et les rituels autour du feu, la mort était déjà un thème de révérence, de peur et de foi. Bien avant les examens neurologiques, avant les bistouris et les graphiques numériques, nos ancêtres contemplaient le dernier souffle comme un passage, non comme une fin. Le corps tombait, mais quelque chose demeurait, un fil invisible que l'on ne pouvait pas toucher, mais qui continuait à avancer comme une flamme qui ne s'éteint pas, mais change simplement de lieu. Dans chaque coin du monde, cette étincelle fut nommée de diverses façons. Âme, esprit, essence, souffle. Mais la question restait toujours la même. Qu'advient-il d'elle après que le corps meurt? Dans le christianisme, la conscience est intrinsèquement liée à l'âme immortelle. Quand le corps meurt, l'âme continue de vivre, attendant le jugement dernier. Le ciel et l'enfer ne sont pas de simples métaphores. Ce sont des destinations spirituelles qui reflètent les choix faits durant la vie. Ceux qui ont vécu avec foi, repentir et amour marchent vers l'éternité lumineuse auprès de Dieu. Ceux qui se sont éloignés de la lumière avancent à travers des vallées d'obscurité et d'angoisse, où le feu ne consume pas le corps, mais la conscience. Entre ces deux extrêmes, il existe encore le purgatoire, une sorte de zone de purification, où l'âme se prépare, souffre et se purifie pour atteindre la plénitude. Le spiritisme, fondé sur les œuvres d'Allan Kardec, apporte l'une des visions les plus détaillées de la conscience après la mort. Ici, l'âme ne survit pas seulement, elle continue d'apprendre, d'évoluer, d'interagir. Il existe des plans spirituels, des colonies astrales et un réseau complexe de réincarnation où chaque vie est un chapitre d'apprentissage. Les médiums seraient le pont entre ces deux mondes, captant pensées, sensations et messages de conscience désincarnés. La mort n'est donc pas une fin, mais une étape entre deux parcours. La conscience traverse le voile, emporte avec elle souvenirs, traumatismes et amour, et revient, lorsqu'elle est prête, dans un autre corps, à une autre époque, pour recommencer. Dans le bouddhisme, la mort est vue comme une partie d'un cycle éternel, le samsara. La conscience ne meurt pas, elle se transforme. Elle renaît dans d'autres corps, sous d'autres formes, en quête d'illumination. Chaque action engendre un karma, une conséquence qui façonne les vies futures. L'objectif final n'est pas de vivre éternellement, mais de se libérer du cycle, d'atteindre le nirvana, l'état où la conscience se fond avec le tout, dissolvant le moi individuel. Dans ce processus, la conscience n'est pas une entité fixe, mais un flux continu de perceptions, de sensations et d'expériences, qui change à chaque instant, comme un fleuve qui n'est jamais le même. Dans l'hindouisme, cette idée s'élargit. La Atman, le vrai moi, est éternel et indestructible. Lorsque le corps meurt, la conscience peut renaître dans un autre être humain, dans un animal, ou même sous une forme divine. Tout dépend du dharma, l'accomplissement du devoir spirituel et du karma accumulé. L'âme traverse des plans d'existence et, dans certaines pratiques, il est possible d'accéder à des souvenirs de vie passée grâce à la méditation profonde. Certains yogis affirment pouvoir choisir consciemment leur prochaine naissance, orientant leur propre conscience vers l'endroit où ils souhaitent de poursuivre leur chemin. L'islam partage également la vision de l'âme comme entité vivante après la mort. Lorsque le corps cesse, l'âme entre dans un état appelé barzakh, un intervalle entre cette vie et la suivante où elle attend le jour du jugement. Durant cette période, les actes de la personne sont pesés, ses intentions examinées. À la fin des temps, tous ressusciteront et seront jugés par Dieu. Le paradis est décrit comme un jardin de délices où la conscience trouve la paix éternelle. L'enfer, en revanche, est un lieu de souffrance, non physique, mais spirituelle, où la douleur est celle de l'âme éloignée de Dieu. Dans les traditions chamaniques, indigènes et africaines, la conscience après la mort est vue comme un retour à la nature. L'esprit du défunt rejoint les ancêtres, les forêts, les rivières, les étoiles. Il n'y a pas de séparation entre le monde spirituel et le physique, tout est interconnecté. Les esprits peuvent visiter leurs descendants, guider, protéger ou même intervenir. Les rituels funéraires ne sont pas des adieux, mais des célébrations de passage. La conscience n'est pas un bien individuel, mais une partie de l'esprit collectif, de la sagesse ancienne
qui s'accumulent et se renouvellent à chaque génération. Malgré les différences culturelles, une ligne invisible relie toutes ces croyances, celle selon laquelle la conscience ne meurt pas. Elle transite, change de forme, renaît, revient, se dissout, s'élève. Et chaque tradition, à sa manière, cherche à préparer les vivants à ce moment. Rituels de passage, prières, veillées, chants, tout cela n'est, au fond, qu'une tentative de guider la conscience sur le chemin de l'inconnu, de l'obscurité vers l'autre côté de la lumière. Au final, peut-être que toutes ces traditions parlent de la même chose, avec des langues différentes, des métaphores distinctes, des symboles propres. Peut-être qu'elles essaient toutes de déchiffrer le même mystère. Que devient ce que nous ressentons être, quand tout ce que nous sommes cesse d'être? Et si, au fond, chacune possédait un fragment de vérité, une pièce du grand puzzle qu'est la conscience après la mort? À une époque où la science progresse dans les secrets de la matière, de la génétique et de l'univers, on pourrait s'attendre à ce que la conscience soit déjà complètement expliquée. Mais au contraire, elle demeure l'une des plus grandes énigmes de l'existence. Et lorsque la question devient « que lui arrive-t-il après la mort ?», surgissent alors des théories modernes qui défient la logique, franchissent les frontières entre science et spiritualité et proposent des réponses qui ressemblent à de la science-fiction, mais qui sont en réalité des spéculations sérieuses formulées par des physiciens, des neuroscientifiques et des philosophes de l'esprit. Nous entrons ici dans un territoire où la raison rencontre le mystère et où la conscience n'est peut-être pas quelque chose qui s'éteint, mais quelque chose qui se transforme. L'une des théories les plus intrigantes est la théorie du cerveau récepteur. Selon cette hypothèse, le cerveau humain ne génère pas la conscience, mais la reçoit. Ce serait comme une radio, qui capte une fréquence invisible et la transforme en son. Quand l'appareil se brise, le signal ne cesse pas d'exister. Il ne peut simplement plus être traduit. Ainsi en serait-il de la conscience, une sorte de chant universel, éternel, qui ne fait que se manifester à travers des structures biologiques. Quand nous mourons, ce chant ne disparaît pas. Il se détache simplement du corps physique, continuant sous une autre forme, dans un autre plan d'existence. Cette vision est défendue par des scientifiques comme Larry Dossey et Rupert Sheldrake, qui étudient l'esprit comme quelque chose de non local, c'est-à-dire non limité au cerveau. Une autre proposition audacieuse vient de la physique quantique. Le physicien Roger Penrose, en collaboration avec l'anesthésiologiste Stuart Hameroff, a développé la théorie appelée ORC-OR, réduction objective orchestrée, suggérant que la conscience émerge de processus quantiques au sein des microtubules des cellules cérébrales. Ces processus, selon eux, seraient connectés à un réseau fondamental d'informations inscrit dans le tissu de l'univers. Lorsque le corps meurt, cette information ne se perd pas, mais se réintègre au cosmos. En d'autres termes, la conscience serait comme un programme qui, lorsqu'il est débranché de son matériel, retourne à l'état de code pur, stocké dans un nuage quantique cosmique. Et si la réalité telle que nous la connaissons n'était qu'une simulation? L'hypothèse de la simulation S, défendue par des penseurs comme Nick Bostrom, suggère que nous vivons dans une réalité computationnelle, créée par une intelligence supérieure ou une civilisation avancée. Si cela est vrai, alors la mort peut être comparée à l'extinction d'un avatar, mais pas du joueur. La conscience réelle existerait dans un autre plan, observant, apprenant, évoluant. Lorsque nous mourrons, peut-être que nous quittons simplement le jeu pour retourner à notre origine, quelle qu'elle soit. La théorie des multivers, ESCO, propose également un scénario fascinant. Selon elle, chaque choix que nous faisons crée une nouvelle branche de la réalité. Ainsi, lorsque nous mourons dans un univers, nous pourrions continuer à vivre dans un autre, dans une ligne parallèle où l'issue fut différente. À un niveau plus profond, la conscience pourrait voyager entre ces réalités, ne disparaissant jamais complètement, mais se réinstallant ailleurs. La mort, dans ce contexte, serait une transition entre des versions du moi dans différentes dimensions. Et il existe encore une théorie qui, bien que hautement spéculative, rejoint de nombreuses traditions anciennes. Celle selon laquelle l'information est la base de tout. Selon certains physiciens, comme John Wheeler, l'univers n'est pas composé de matière, mais de bits d'information. Le fameux hit from bit. Si la conscience est un type d'information complexe, alors elle peut être stockée, traitée, peut-être même reconstituée. La mort dans ce scénario serait la déconnexion du système physique, mais pas nécessairement la fin de la donnée consciente.
L'esprit, réduit à des motifs d'information, pourrait persister dans une autre couche de la réalité. Dans le domaine de la biologie synthétique, des chercheurs discutent déjà de la possibilité de télécharger la conscience, ou quelque chose qui s'en rapproche, vers des systèmes non biologiques. Même si nous en sommes encore loin, l'idée de upload de l'esprit n'appartient plus uniquement à la fiction. Si un jour il devenait possible de transférer la totalité des pensées, des souvenirs et des schémas d'identité dans un système numérique, où s'arrêterait la conscience? Et si l'on pouvait vivre numériquement après la mort biologique? Serait-ce une survie ou seulement une copie? Le concept de univers holographique apporte également une proposition fascinante. Dans cette théorie, ce que nous appelons réalité ne serait qu'une projection tridimensionnelle d'informations stockées dans une frontière bidimensionnelle, comme un hologramme. La conscience pourrait alors exister hors du temps et de l'espace, n'étant projetée ici que temporairement. La mort serait l'effondrement de la projection, et la véritable identité se trouverait au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Face à tant de théories, une vérité s'impose. Personne ne sait vraiment. Mais toutes ces hypothèses, malgré leurs différences, convergent vers une même direction, celle selon laquelle la conscience ne s'éteint peut-être pas avec la mort. Peut-être change-t-elle d'état, de forme, de plan. Peut-être que ce que nous appelons « fin » n'est qu'un point de transition, un portail, une nouvelle étape. Et si c'est ainsi, alors la mort n'est pas un abîme. C'est un miroir, un reflet du mystère qu'est la vie. Et lorsque nous franchissons ce miroir, peut-être ne sommes-nous pas accueillis par le vide, mais par la même conscience qui nous a toujours habités, désormais libre du corps, libre du temps, libre du nom. Simplement être. Il existe des histoires qui, même chuchotées, résonnent trop fort en nous. Des histoires qui ne tiennent pas dans les manuels scientifiques, qui s'échappent par les fissures du connu et défient tout ce que nous pensions savoir sur la vie, l'esprit et ce qui vient après. Elles apparaissent comme des murmures dans les pages d'études académiques, dans les récits de médecins ayant changé d'avis, dans les souvenirs vifs d'enfants qui ne devraient pas se souvenir, mais se souviennent. Ce sont ces récits extraordinaires et ces recherches insolites qui, bien qu'ignorées par beaucoup, continuent de nous interroger. La conscience meurt-elle vraiment? Au milieu du XXe siècle, un psychiatre de l'Université de Virginie, nommé Ian Stevenson, commença à cataloguer les récits de jeunes enfants affirmant avoir vécu d'autres vies. Avec un regard sceptique, Stevenson voyagea dans plus de 20 pays, documentant plus de 2500 cas. Des enfants de 3, 4, 5 ans, qui connaissaient des noms, des dates, des lieux, des détails intimes de personnes mortes, souvent issus de villages éloignés et inconnus des familles actuelles. Dans certains cas, ces enfants portaient des marques de naissance exactement aux endroits où les défunts avaient subi des blessures mortelles. Coïncidence? Impossible à affirmer. Mais la répétition et la précision des récits impressionnèrent même les plus sceptiques. Des cas comme celui de James Leininger, aux États-Unis, ont également attiré l'attention mondiale. Très jeune, James commença à faire des cauchemars vifs d'avions en flammes, de noms de pilotes de navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, d'abord incrédules, commencèrent à enquêter et découvrir que tous les détails donnés par l'enfant correspondaient à la vie et à la mort d'un pilote américain nommé James Houston Jr., mort dans le Pacifique en 1945. James, l'enfant, n'avait jamais eu accès à ces informations, et même en grandissant, il n'a jamais renié l'étrange lien qu'il ressentait avec cette vie passée. Dans les hôpitaux, cliniques et lits de mort, d'autres récits défient la logique. Il existe des cas de patients qui, en coma profond ou déclarés en mort cérébrale, reviennent à la vie avec des souvenirs clairs d'événements survenus durant l'inconscience supposée. Ils décrivent des dialogues entre médecins, des instruments utilisés, des décisions prises, tout cela alors que, d'un point de vue clinique, il n'y avait plus de conscience. Dans un cas notoire, une patiente soumise à une chirurgie extrêmement délicate, avec un monitoring cérébral continu et une température corporelle réduite à l'extrême, rapporta avoir vu l'ensemble de la procédure depuis le haut de la salle, entendant chaque mot de l'équipe médicale. Ce qu'elle décrivit fut ensuite confirmé point par point. Et il ne s'agit pas seulement des patients. Médecins, chirurgiens, infirmiers, des professionnels habitués à la frontière entre vie et mort, ont eux-mêmes rapporté des expériences qui ont complètement changé leur vision de la fin. Certains, après avoir été témoins de cas inexpliqués, ont abandonné le scepticisme
pour se consacrer à l'étude approfondie du phénomène. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien renommé, est l'un de ces exemples. Après avoir passé 7 jours dans un coma profond causé par une méningite bactérienne, avec des fonctions cérébrales pratiquement nulles, Alexander vécut une expérience intense. Il décrivit comme un voyage à travers des royaumes spirituels, guidé par une présence qu'il ne pouvait expliquer. À son retour, il écrivit le livre « La preuve du paradis », où il raconte son expérience et affirme avec conviction « La conscience survit à la mort du cerveau ». Dans le domaine de la parapsychologie, d'autres recherches suggèrent que l'esprit peut exister indépendamment du corps. Des études sur la télépathie, la clairvoyance, la perception extrasensorielle et même les communications médiumniques révèlent des schémas qui, bien qu'ils ne confirment pas la vie après la mort, pointent vers l'existence d'une dimension non locale de la conscience. Dans des expériences contrôlées, certaines personnes furent capables de décrire des images cachées, des sons éloignés ou les pensées d'autrui avec une précision supérieure au hasard. Ce sont des phénomènes subtils, difficiles à reproduire, mais qui défient la vision matérialiste de la pensée. Et il existe encore des témoignages spontanés, impossibles à contenir dans un laboratoire, mais qui persistent dans le monde réel. Des personnes rêvant de proches quelques instants avant leur mort, alors qu'elles se trouvent à des kilomètres de distance. Des enfants parlant avec des amis invisibles, qui, plus tard, sont identifiés comme des parents décédés. Des sons, des contacts, des parfums, des manifestations subtiles d'une présence qui refuse de disparaître. Certains y voient du réconfort, d'autres de simples coïncidences. Mais il y a aussi ceux qui y perçoivent des signes de quelque chose de plus grand, quelque chose que la science ne peut pas encore mesurer. Il est important de reconnaître que beaucoup de ces récits défient la vérification objective, mais en même temps, ils ne peuvent pas être simplement écartés, car derrière chaque histoire se trouve une personne, une expérience vécue, une transformation réelle. Même en l'absence de preuves physiques, il reste des marques émotionnelles profondes, des changements radicaux de vie, un nouveau regard sur ce que signifie être en vie et sur ce que signifie ne plus l'être. Peut-être ne pourrons-nous jamais mesurer la conscience avec précision, peut-être est-elle au-delà de tout instrument. Mais en écoutant ces histoires, une question s'impose en silence. Et si c'était vrai? Et si la conscience, si fragile et si puissante, ne s'éteignait pas, mais ne faisait que changer de fréquence? Et si le voile entre les mondes était plus fin que nous ne le pensons, plus perméable que nous n'osons l'imaginer, il existe un moment bref et silencieux où les yeux se ferment et le monde se transforme. Le corps repose, mais l'esprit s'éveille. Il flotte, se dissout, crée des scénarios impossibles, ravive des souvenirs oubliés, rencontre des personnes disparues, visite des lieux jamais vus. Ce moment est le rêve, un pont entre le connu et l'inexplicable. Et en étudiant ce qui arrive à la conscience durant le sommeil, nous découvrons un miroir troublant de ce qui pourrait peut-être se produire après la mort. Pour de nombreux philosophes orientaux, comme les sages de l'hindouisme et du bouddhisme tibétain, l'état onirique est une simulation de l'état intermédiaire entre deux vies. Le bardo, comme on l'appelle dans le bouddhisme, est une phase de transition où la conscience s'est déjà détachée du corps mais n'est pas encore réincarnée. Dans cet intervalle, des visions surgissent comme des projections du karma lui-même, désirs, peurs et émotions accumulées. Fait curieux, cette description se rapproche des récits modernes d'expériences de mort imminente, où la réalité semble malléable, fluide, symbolique, tel un rêve lucide qui s'étend au-delà du temps. Puis apparaît une molécule, présente dans le corps humain et dans plusieurs espèces végétales, capable de projeter la conscience vers des territoires semblables. Cette molécule est la DMT, diméthyltryptamine, produite naturellement par la glande pinéale. Selon certaines hypothèses, la DMT est surnommée la molécule de l'esprit. Lorsqu'elle est administrée dans des environnements contrôlés, elle transporte l'individu vers des états profonds de conscience altérée, des réalités visuelles, sensorielles et émotionnelles si intenses que beaucoup affirment se sentir hors du corps, traversant des portails, rencontrant des entités, recevant des messages sur la vie et sur la mort. Certains scientifiques nous spéculent que de fortes doses de DMT seraient libérées naturellement à la naissance, et également dans les instants précédant la mort. Si cela est vrai,
alors peut-être que le moment de la transition finale est, en essence, une immense plongée dans un océan de symboles intérieurs, de souvenirs et de significations. Un dernier rêve, vif et éternel, où la conscience se reconnecte à quelque chose de plus grand. Il existe des témoignages de personnes qui, après des expériences avec l'ayahuasca, une boisson amazonienne riche en DMT, relatent des rencontres avec des proches décédés, des visions d'autres plans et des sensations d'unité totale avec l'univers. Mais les états modifiés ne se limitent pas aux substances. Des techniques comme la méditation profonde, la respiration holotropique, la privation sensorielle et même de longues danses tribales provoquent des phénomènes similaires. Les moines tibétains, par exemple, décrivent des étapes de dissolution de l'identité lors de méditations avancées. Ils rapportent des perceptions de lumière pure, d'absence de temps et un sentiment accablant d'unité avec le tout. Durant ces pratiques, la conscience semble s'étendre au-delà du corps, atteignant ce qu'ils appellent la claire lumière de l'esprit, un état proche de l'illumination ou de la mort. Et si la conscience dans ces états répétait sa propre libération? Et si le cerveau, en s'approchant de la mort, entrait spontanément dans ces modes de perception comme un programme exécutant son dernier script? C'est là que les rêves, la DMT et les états altérés deviennent encore plus mystérieux. Ils n'imitent pas seulement la mort, peut-être à un certain niveau, l'anticipent-ils. Le neuroscientifique Rick Strassman, qui a étudié les effets de la DMT sur des volontaires, a observé quelque chose de fascinant. De nombreux témoignages incluaient des visions d'être, des sensations de retour à la maison et des contacts avec une présence aimante et intelligente. Pour certains, l'expérience fut si profonde qu'elle bouleversa entièrement leur vie. Strassman en vint à se demander si la DMT n'était pas une clé chimique, ouvrant des portails vers d'autres niveaux de réalité, et pas seulement une hallucination interne. Mais peut-on vraiment distinguer ce qui n'est que le cerveau de ce qui est, en fait, une autre dimension de la conscience? Cette question reste ouverte. Peut-être que le concept même de réalité doit être revu. Peut-être que ce que nous appelons réel n'est qu'une bande étroite de perception, et que tout ce qui se trouve au-delà, rêve, vision, transe, sont des aperçus de quelque chose de plus vaste, caché derrière le rideau de l'éveil. Lorsque nous rêvons, nous doutons rarement de la réalité du rêve. Nous ne nous rendons compte que c'en était un, qu'à notre réveil. Et si la mort était ce réveil? Et si la vie, aussi concrète qu'elle puisse paraître, n'était qu'un des nombreux états de la conscience, une étape passagère, intense, mais transitoire, comme le bref moment où nous fermons les yeux et ouvrons les portes de l'infini? Aussi loin que nous avancions, aussi nombreux que soient les graphiques, les données et les théories accumulées, quelque chose s'échappe toujours, un angle mort, une ombre que la lumière de la raison n'atteint pas encore. La conscience, cette présence silencieuse qui nous habite, reste l'expérience la plus intime et en même temps la plus inexplicable de la condition humaine. Et c'est précisément dans ce territoire d'incertitude que science et philosophie, loin de s'opposer, semblent se tendre la main. Toutes deux tentent de répondre à la même question. Qu'est-ce que nous sommes lorsque tout ce que nous avons cesse d'exister? Dans la science, le paradigme dominant est le bas matérialisme physique. Selon cette vision, la conscience est un produit du cerveau. Rien de plus qu'un résultat de processus électrochimiques, une illusion générée par des réseaux neuronaux hautement sophistiqués. Lorsque le cerveau meurt, tout cesse. Mais il existe un problème fondamental dans cette approche. Elle n'explique pas pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Elle décrit comment les choses fonctionnent, mais pas pourquoi. Vous pouvez suivre un neurone en train de s'activer. Mais où se trouve la peur? L'amour? La nostalgie? Où exactement se situe l'expérience? Peu importe la quantité de données collectées, l'expérience subjective, le fameux qualia, reste invisible. C'est pourquoi le philosophe David Chalmers proposa le « hard problem » de la conscience, le problème difficile. Il soutient que même si nous comprenions tous les mécanismes du cerveau, nous ne comprendrions toujours pas pourquoi certaines expériences possèdent une saveur, une couleur, une texture émotionnelle. Pourquoi voir du rouge provoque-t-il une sensation particulière? Pourquoi nous souvenons-nous de l'enfance avec une larme à l'œil? Pourquoi ressentons-nous la tristesse ou l'extase? Aucune synapse n'explique cela entièrement. D'autres philosophes, comme Thomas Nagel, suggèrent que la conscience est un phénomène irréductible.
Dans son célèbre essai « Ce que cela fait d'être une chauve-souris », Nagel questionne notre capacité à comprendre réellement la perspective subjective d'un autre être vivant. Si nous ne pouvons pas savoir ce que signifie être une chauve-souris, comment pourrions-nous affirmer avec certitude ce qu'il advient de la conscience humaine après la mort? À l'opposé, le idéalisme philosophique propose une vision audacieuse. La conscience n'est pas créée par la matière, mais c'est plutôt l'inverse. La matière est une expression de la conscience. Cette idée fut défendue par de grands penseurs comme Berkeley, Schopenhauer et même Carl Jung, qui considéraient la réalité comme un symbole de la psyché profonde. Selon cette perspective, l'univers entier serait en réalité une projection de l'esprit. Et la mort, un retour à la source. La neuroscience contemporaine commence également à montrer des fissures dans ce paradigme classique. Des recherches menées auprès de patients ayant vécu des expériences hors du corps, de méditants avancés, d'utilisateurs de substances psychédéliques et même de personnes en état végétatif, démontrent que la conscience peut résister ou se manifester, même dans des conditions où le cerveau devrait être inactif. La science commence à envisager timidement que l'esprit puisse être plus qu'un simple sous-produit biologique. Peut-être est-il un champam, une propriété fondamentale de l'univers, comme l'espace, le temps ou la gravité. Des théoriciens comme Bernardo Kastrup, Amit Goswami et d'autres partisans de la conscience non locale défendent que l'univers est à sa base mentale. La matière, le corps, le cerveau, tout cela ne serait qu'une interface temporaire utilisée par la conscience pour s'expérimenter elle-même. La mort serait donc la fermeture d'une fenêtre, mais pas la fin de la lumière. Tout comme un navigateur peut fermer un onglet, mais Internet continue d'exister. Le moi individuel disparaît, mais ce que nous sommes réellement, cette conscience sans nom, demeure. Et voilà peut-être la plus profonde ironie. La science et la philosophie, en tentant d'expliquer la mort de la conscience, révèlent que la conscience pourrait être le seul point fixe. Tout le reste change, se dégrade, disparaît. Mais ce moi, cette perception intime, pourrait être éternelle, intouchable, invisible, incommensurable. Mais si cela est vrai, pourquoi avons-nous si peur de mourir? Peut-être parce que nous confondons la conscience avec l'identité, avec l'histoire, le corps, le nom. Mais si la mort n'éteignait pas la conscience, mais plutôt l'ego, et si ce qui meurt n'était que le personnage, et non la scène? Au bout du compte, lorsque science et philosophie s'approchent de la mort, toutes deux semblent s'incliner devant le même autel, celui du mystère. Et c'est peut-être là que réside la réponse, non dans la certitude absolue, mais dans la révérence humble face à ce que nous ne comprenons pas encore. Parce que parfois, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour sentir que quelque chose de plus grand existe. La mort, ce mot chuchoté au coin du monde, qui provoque peur, révérence, silence. Peu importe où nous sommes nés, la langue que nous parlons ou les dieux que nous vénérons, tous, un jour, nous devrons la rencontrer. Et pourtant, elle demeure le plus grand tabou, le plus grand mystère, le plus grand miroir de l'existence. Mais et si, un instant, nous cessions de la voir comme une ennemie, pour l'envisager comme une maîtresse? Qu'aurait-elle à nous enseigner, non pas sur la fin, mais sur le sens d'être vivant? La mort nous rappelle que le temps est précieux, que chaque respiration est un miracle qui ne se répète pas, que chaque personne croisée peut être un univers irrépétible, et que le présent, cet instant même où vous respirez, écoutez, ressentez, est le seul moment véritablement réel. Savoir que nous allons mourir n'est pas un fardeau, c'est un appel à vivre avec plus de présence, plus de vérité, plus d'intensité, à laisser de côté les distractions, les petites peurs, les vanités vides, et à se connecter à ce qui compte réellement. Au fil de l'histoire, les stoïciens répétaient une maxime puissante, « Memento mori », souviens-toi que tu mourras, mais pas comme une menace, comme une libération, comme une clé qui ouvre la porte de l'authenticité. Car ce n'est qu'en nous souvenant que tout passe, que nous commençons à valoriser ce qui demeure, les affections, les choix, les marques que nous laissons chez les autres. La mort, en ce sens, n'est pas la fin de la route. Elle est le rétroviseur qui nous pousse à conduire avec plus de conscience. Et il y a quelque chose d'étrange dans la conscience face à la mort. Elle se transforme. Beaucoup de personnes ayant traversé des pertes profondes racontent avoir commencé à vivre différemment. La mort a pris quelqu'un, mais elle a laissé un nouveau regard, une nouvelle façon de ressentir le monde. Comme si, en touchant l'absence,
elles avaient aussi touché une dimension plus profonde de l'existence, comme si, en perdant, elles avaient retrouvé quelque chose d'essentiel. Quand nous réfléchissons à la mort, nous nous demandons « qu'est-ce qui demeure ?» Le corps s'en va, la voix se tait, l'histoire s'achève. Mais la conscience trouve peut-être un autre rythme, une autre forme, une autre fréquence. Peut-être survit-elle comme mémoire, comme héritage, comme semence. Ou peut-être retourne-t-elle simplement à la source d'où elle est venue, comme une goutte rejoignant l'océan. Et si c'est ainsi, alors il n'y a pas de fin, seulement un retour. La mort nous rappelle aussi que tout est en mouvement, que la vie est impermanence, que rien n'est fixe, garanti ou statique. C'est la vérité la plus difficile à accepter, et aussi la plus libératrice. Car si rien n'est permanent, alors tout peut être vécu avec plus de légèreté, avec plus d'abandon, avec plus de courage. La conscience, dans ce flux, n'est pas un point fixe, c'est un fleuve qui s'écoule, traverse des paysages, change de forme, mais qui ne cesse jamais d'être de l'eau en mouvement. Beaucoup de sages ont déjà dit « Mourir avant de mourir est la clé de la liberté ». Cela signifie vivre avec la conscience que tout est transitoire et, pour cette raison même, sacré. Cela signifie laisser mourir ce qui ne nous sert plus, les peurs, les masques, les culpabilités. Cela signifie renaître chaque jour avec un nouveau regard. Et peut-être que lorsque la véritable mort arrivera, elle ne sera pas une frayeur, mais une étreinte. Car au bout du compte, peut-être que la conscience ne craint pas la mort, peut-être qu'elle ne craint que l'oubli de ce qu'elle est vraiment. Et si la mort était, en réalité, le moment de se souvenir que nous ne sommes pas seulement un corps, un nom, une histoire, mais une présence éternelle, une particule de l'infini, une étincelle de ce qui n'a jamais commencé, et qui par conséquent ne finira jamais. Et ainsi, au terme de ce voyage silencieux, il ne reste que l'écho d'une question qui ne cessera jamais complètement. Que devient la conscience après la mort? Nous avons exploré les racines de la science, écouté les murmures des traditions spirituelles, parcouru les couloirs de la philosophie, navigué à travers des expériences défiant l'impossible. Et même après tout cela, peut-être que la seule réponse véritable est le silence lui-même. Un silence qui ne nie pas, mais qui accueille, qui ne clôt pas, mais qui dilate. Un silence qui chuchote que peut-être certaines choses ne sont pas nées pour être expliquées, mais pour être ressenties. Car la mort, aussi absolue qu'elle paraisse, n'est peut-être pas l'opposé de la vie. Elle est peut-être seulement l'opposé de la naissance. Et entre ces deux points, ce qui vit, c'est la conscience, fluide, mystérieuse, inébranlable. Une flamme qui peut changer de forme, mais qui ne cesse jamais de briller. Et si la conscience est éternelle, si elle est la base de tout, alors la mort n'est pas la fin. C'est une courbe, une transition, un passage par un portail qui, aux yeux de la raison, paraît obscur, mais qui, dans l'âme, porte une lumière ancienne, familiale. Peut-être sommes-nous comme des gouttes de rosée, reposant un instant sur la feuille, reflétant le ciel, le vent, le soleil, puis retournant au grand océan d'où nous venons. Et dans cet instant bref appelé vie, la conscience observe, ressent, aime, apprend, souffre, transcende. Et lorsque le corps se couche pour la dernière fois, peut-être qu'elle ferme simplement les yeux du monde physique pour ouvrir ceux d'un monde plus vaste. Un monde sans temps, sans espace, sans nom. Et même si tout cela n'est qu'hypothèse, il y a encore de la beauté dans le doute, car c'est dans l'incertitude que naît l'enchantement. C'est parce que nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà que chaque geste d'amour devient plus sacré, chaque regard plus profond, chaque rencontre plus unique. Si nous connaissions la réponse avec certitude, nous perdrions peut-être la magie de chercher, d'imaginer, de ressentir. La vie a tant de valeur parce qu'elle est finie, mais peut-être, rien que peut-être, ce que nous sommes vraiment n'a jamais commencé et donc ne se terminera jamais. Au final, la question la plus importante n'est peut-être pas que se passe-t-il après la mort, mais comment vivons-nous avant elle? Quel type de conscience cultivons-nous? Quelles traces laissons-nous? Quels souvenirs construisons-nous? Car si la conscience continue, alors tout ce que nous sommes, ressentons et faisons continue aussi. Et si elle ne continue pas, cela vaut quand même la peine de vivre pleinement, car vivre avec présence est, en soi, un miracle. Un présent rare de l'univers qui ne pulse qu'un instant, mais qui résonne pour l'éternité. Fermez les yeux, respirez, ressentez. Vous êtes ici, et cela est déjà un mystère bien trop profond pour tenir dans une quelconque réponse.